Alors si vous êtes sur les réseaux, si vous regardez un petit peu les médias, vous l'avez vu, hein, les catastrophes météo se succèdent les unes après les autres. On n'entend parler que de ça, de climat, de problèmes climatiques, de catastrophes. 2 Français sur 3 ressentent une forme d'anxiété climatique, selon un sondage de la Fondation Jean Jaurès. Et selon une autre étude réalisée par CSA, 78% des salariés choisiraient à offre équivalente de rejoindre une entreprise engagée pour la transition écologique. Selon cette étude, la transition écologique est la première condition pour rejoindre une entreprise pour les jeunes salariés de moins de 35 ans. Alors si vous êtes là ce matin, c'est peut-être aussi votre cas, vous êtes sans doute intéressé par le sujet. Est-ce qu'il faut réellement s'inquiéter de l'évolution du climat? À quoi s'attendre dans notre pays et même dans votre région, l'Île-de-France? Comment votre orientation professionnelle peut jouer également un rôle? Eh bien, je suis là pour tout vous dire justement en 30 minutes de manière très claire, très simple. C'est promis. Je vais commencer justement par vous rappeler les bases de la météo et du climat pour vous mettre tous un petit peu au même niveau, pour vous en apprendre un petit peu plus. Et puis ensuite, quels risques chez nous, c'est-à-dire en France et en Île-de-France, à quoi s'attendre ces prochaines années. Et puis, on va parler de votre orientation comme levier d'action. Il n'y a pas que les petits gestes écologiques qui comptent, il y a aussi de grandes décisions comme votre carrière qui peut jouer un rôle justement pour la planète et pour le climat. Alors, quelle légitimité j'ai à vous enseigner justement le thème du climat? Eh bien, je suis journaliste scientifique, je travaille depuis 2009 pour le web, pour la télévision, pour des organismes scientifiques également, à la fois donc pour plusieurs chaînes de télé. Je suis totalement indépendante. Ensuite, je fais des conférences sur la météo et le climat. J'écris des articles sur le web, spécialement pour le site Futura Science. Et puis, je fais également des vidéos pédagogiques. On voit un exemple ici, 1 minute pour tout comprendre, sur la météo, le climat, la biodiversité, mais aussi sur les énergies renouvelables. Je vous invite à aller les voir, notamment sur le site et les réseaux de Futura. Alors justement, on va revenir sur les bases de la météo et du climat pour remettre un petit peu ces métiers, cette journée dans le contexte environnemental du moment. Et j'ai des petits quiz pour vous, donc vous ne pourrez pas dormir. Là, je vous préviens tout de suite, je vais vous interroger régulièrement. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas à lever la main. On va démarrer avec un premier quiz, puisque pour comprendre justement le problème du réchauffement climatique, il faut déjà comprendre la différence entre la météo et le climat. Alors, à votre avis, à partir de quand parle-t-on de climat? Est-ce qu'on parle de climat à partir d'un mois? Levez la main pour ceux qui pensent qu'on parle de climat à partir d'un mois. Personne? Est-ce que vous pensez qu'on parle de climat à partir d'un an, d'une échéance d'un an, on commence à parler de climat? On a quelques personnes, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'on parle de climat à partir de 5 ans seulement? D'accord, on a plusieurs personnes. Et qui pense qu'on parle de climat à partir de 30 ans? Ah, on a plusieurs personnes. Eh bien, on a un public assez connaisseur aujourd'hui, hein, je vois. Hein. Puisque la météo, c'est quelques jours à quelques semaines et le climat, c'est 30 ans minimum. Et oui, on parle de climat à partir de 30 ans seulement. On a des prévisions météo qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois. Ce sont les prévisions saisonnières, avec une fiabilité très limitée, évidemment. Et le climat, ce sont les 30 dernières années. Par exemple, lorsqu'on vous dit que la température du mois de février a été supérieure aux moyennes de saison, supérieure aux moyennes climatiques, par exemple de 2 degrés de plus, eh bien, on parle de 2 degrés de plus par rapport à la moyenne des 30 dernières années. 30 dernières années, c'est 1990-2020. Voilà, la normale climatique, elle se base sur les 30 dernières années. Alors, on va comprendre ensemble les causes du réchauffement global et réchauffement de 2025, une année encore très chaude à l'échelle mondiale, c'est la 3e année la plus chaude à l'échelle mondiale. Quelle est la cause principale du réchauffement? Alors là, tous les scientifiques, tous les grands organismes sont d'accord sur une chose, la cause principale du réchauffement planétaire, eh bien, ce sont les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines. 97-98%. Ensuite, c'est vrai qu'on a quand même une influence de la nature, hein, puisque la nature, le climat varie de manière naturelle aussi, mais de manière bien moins forte. Dans les influences de la nature, on a les phases climatiques comme El Niño et La Niña. On va beaucoup parler d'El Niño ces prochains mois parce que le cycle naturel El Niño revient et il rajoute du réchauffement. Il s'ajoute au réchauffement climatique qui est provoqué par les humains. On a les éruptions volcaniques qui émettent des gaz à effet de serre aussi, qui peuvent un petit peu contribuer à réchauffer. On a le cycle solaire qui joue pour 1% seulement du réchauffement climatique. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Le cycle solaire, il est défavorable. Il ajoute en
ce moment un plus du réchauffement. Il y a des périodes où il ajoute, des périodes où ce n'est pas le cas. En ce moment, c'est le cas. Autre chose, il y a d'autres choses que les scientifiques ne connaissent pas vraiment, qui ajoutent également à nouveau du réchauffement à cette hausse globale des températures. Mais globalement, ce sont vraiment les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement de la planète. Alors comment ça marche? Eh bien, on a un effet de serre. L'effet de serre, il est naturel à la base. On le voit justement au-dessus de la planète ici. C'est un peu comme un couvercle, comme une écharpe au-dessus de l'atmosphère qui piège la chaleur notamment des rayons solaires. Le problème, c'est que lorsqu'on ajoute des gaz à effet de serre issus de nos industries, par exemple, eh bien, on renforce cet effet de serre naturel. On parle d'un effet de serre additionnel. Et du coup, cet effet de serre, il est beaucoup plus fort. Il piège encore plus de chaleur. Donc, on n'a quasiment plus de chaleur qui est renvoyée vers l'espace. Cette chaleur reste bloquée. Et voilà comment la planète se réchauffe d'année en année. Plus on émet de gaz à effet de serre, plus la planète va se réchauffer parce que plus ce couvercle au-dessus de l'atmosphère va être important. Voilà, c'est ça le problème global du réchauffement climatique. Alors justement, quel est le rôle de la nature et de l'influence humaine? C'est vrai que certains pensent parfois que la nature a un rôle beaucoup plus important que l'influence humaine sur le réchauffement. Et bien voilà deux courbes très récentes, ça date de quelques mois. Elles ont été faites par un organisme scientifique de grande renommée. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces deux courbes, elles sont très similaires quand même. Il n'y a pas une grande différence. Et pourtant, la première des courbes, eh bien, elle montre l'évolution du réchauffement depuis 1880 jusqu'à 2020. Elle montre ce réchauffement qui comprend à la fois les émissions de gaz à effet de serre liées à l'homme et en plus l'influence de la nature. Donc les éruptions volcaniques, le cycle solaire, les phases climatiques, naturelles. Et puis ensuite, la deuxième courbe, elle montre uniquement le réchauffement lié à l'activité humaine. Il n'y a quasiment pas de différence. Ça veut dire que la nature, elle a un rôle très très minoritaire dans le réchauffement. Alors on voit qu'ici, tout en haut, en 2020, effectivement, la courbe qui comprend la nature, elle est un petit peu plus élevée parce qu'évidemment, on a l'influence des volcans, du cycle solaire. Là, c'est un petit peu moins élevé. Mais vraiment, globalement, il y a très très peu de différence. Ça prouve vraiment que ce sont les activités humaines qui provoquent la majorité du réchauffement climatique. Un autre petit quiz pour vous. Alors la majorité des émissions de gaz à effet de serre, donc émises par les humains, à votre avis, elles sont issues de quoi? Quelle est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est la mauvaise gestion de nos déchets, selon vous, qui provoque vraiment la majorité des émissions de gaz à effet de serre? Oui, on a une personne qui pense. Est-ce que c'est l'agriculture? On a une personne. Est-ce que c'est la consommation globale d'énergie? On a beaucoup de personnes. Est-ce que c'est Netflix? Ah, on a quelques personnes. Alors en fait, toutes ces réponses, elles sont bonnes, sauf qu'il y a une cause majoritaire. Et la cause majoritaire, vous allez la voir tout de suite, c'est l'utilisation globale d'énergie à 70% en France qui provoque les émissions de gaz à effet de serre. On voit que les déchets, c'est seulement 4%, c'est quand même pas mal, évidemment. Ensuite, on a tout ce qui est pollution industrielle, 9%, l'agriculture, 17%. Dans l'utilisation d'énergie, eh bien, la majorité, ce sont les transports. Et dans les transports, la majorité, eh bien, c'est l'utilisation de la voiture individuelle qui est vraiment le problème majoritaire du réchauffement climatique actuellement. Ensuite, on a évidemment tout ce qui est résidentiel tertiaire, on a la construction, et puis dans les autres, qu'est-ce qu'on a? On a Netflix, par exemple. On a le numérique qui est dans les autres. Il faut savoir que le numérique, avec Netflix, l'intelligence artificielle, c'est 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, et ça progresse d'année en année. Donc c'est quand même un problème à prendre en compte. Alors on va passer à ce qui se passe en France cette fois-ci. En France, à quoi nous attendre ces prochaines années? On a un pays très très touché par le réchauffement, l'un des plus touchés au monde par le réchauffement climatique. Et justement, à votre avis, est-ce que la France se réchauffe moins vite que le reste du monde? Qui pense que la France se réchauffe moins vite que le reste du monde? Personne? Qui pense que la France se réchauffe plus vite que la moyenne planétaire? Ok, on a une majorité qui pense que la France se réchauffe plus vite. Qui pense que la France se réchauffe 1 an sur 2 seulement? Personne. Ah si, une personne. Et qui pense que la France se refroidit carrément. 2 personnes. Je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est sérieux. Alors voilà la réponse par rapport à 1850. 1850, c'est la période pré-industrielle. Avant les industries qui ont causé les émissions de gaz à effet de serre, c'est la période de référence. En France, les chiffres sont tout nouveaux. Ils viennent de tomber ces derniers jours. On a un réchauffement à plus 2,5 en France par rapport à 1850. C'est la moyenne sur l'année en France. Plus 2,5 par rapport à la période avant les industries, justement, la période pré-industrielle. Sur ces 2,5 degrés en France, on a estimé, Météo France a estimé qu'on a
1,8 degré qui est lié à l'homme. Le reste, c'est l'influence de la nature. Donc c'est un calcul qui est assez honnête quand même. Et puis on a 1,47 degrés de réchauffement dans le monde. Donc on voit que la France, elle est bien au-dessus de la moyenne planétaire, hein, largement au-dessus. La France, l'Europe de l'Ouest est la zone qui se réchauffe le plus vite dans le monde après l'Arctique. Donc c'est vraiment un pays particulièrement touché. Et la preuve, l'une des preuves, c'est que Paris est considérée comme la ville la plus mortelle d'Europe en cas de canicule. Si vous êtes en Europe lors d'une canicule, le pire lieu où vous trouvez, eh bien c'est Paris. C'est Paris à cause du réchauffement de l'Île-de-France, c'est Paris à cause de l'urbanisation, du manque de végétation, de l'abondance des transports. Voilà, c'est tout un mix qui crée justement cette situation assez dramatique pour la ville de Paris en particulier. Alors regardez justement l'évolution du réchauffement climatique en France. Ici, on voit la moyenne des températures annuelles en France. Et que voit-on ? On voit que les 4 dernières années, donc 2025, 2020, 2023, 2022, sont les 4 les plus chaudes enregistrées depuis le début des relevés météo. Le début des relevés météo en France, c'est 1947. Donc depuis 1947, plus de 80 ans, eh bien ce sont les 4 dernières années qui sont les plus chaudes à l'échelle nationale sur l'année en France. Donc c'est bien la preuve qu'en France, le climat se réchauffe d'année en année, même si on a toujours la variabilité naturelle, les différentes phases climatiques qui font que 2025 n'est pas l'année la plus chaude. Par exemple, parce qu'on a eu probablement l'influence de la phase climatique El Niña, qui est le contraire d'El Niño. C'est une phase climatique mondiale qui influence un petit peu le climat, qui peut soit aggraver le réchauffement, c'est le cas d'El Niño qui va se redéclencher cet été, ou qui peut un petit peu atténuer le réchauffement. C'est le cas de la Niña qu'on a eu justement ces derniers mois. La Niña, El Niño, je vous le rappelle, c'est un phénomène qui se déroule dans le Pacifique, c'est la température de l'eau qui varie et ensuite ça influence l'atmosphère mondiale. Ça gouverne une partie du climat mondial, mais par-dessus ça, on a aussi les émissions de gaz à effet de serre qui jouent un rôle encore plus grand. Alors justement, chaque région de France n'est pas forcément logée à la même enseigne. Il y a des zones qui se réchauffent plus ou moins en France. Voilà le classement des régions qui se réchauffent le plus en France et d'ici 2050. En premier, on a l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, on a la Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, on a l'Occitanie. Et puis, on a quand même en 4e l'Île-de-France qui est très concernée par le réchauffement. Et justement, je voulais votre avis. Est-ce que vous voyez quelque chose en commun dans ces régions ? Est-ce que, par exemple, vous avez remarqué qu'on n'a pas une région comme la Bretagne dans ce classement? À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a ces régions et pas des régions un petit peu plus proches du littoral comme la Bretagne? Qu'est-ce qui est le point commun dans ces régions? Est-ce que certains d'entre vous le savent? N'hésitez pas à lever la main si vous savez. Non, personne ne sait. Eh bien, en fait, toutes ces régions, ce sont des régions qui se situent principalement à l'est et dans les terres. Plus on va vers l'Europe de l'Est et plus ça se réchauffe, car par exemple, la Bretagne, qui n'est pas dans ce classement, la Bretagne qui est la région qui se réchauffe le moins en France, bénéficie de l'influence de la mer. Et quand on a l'influence de la mer, ça joue un rôle justement un petit peu plus rafraîchissant. On a les brises marines, la mer joue un rôle de régulateur du climat. Donc plus on se trouve loin de la mer, plus on a de chances de subir le réchauffement. L'Île-de-France est un petit peu au milieu de la France sur la moitié nord. L'Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui se réchauffe le plus parce qu'on est davantage à l'est et on est dans les montagnes. Les montagnes en France, les Alpes, le Jura, les Vosges, sont vraiment la zone qui se réchauffe le plus. Dans cette zone-là, le réchauffement, l'accélération du réchauffement est vraiment dramatique justement. Alors justement, le réchauffement, il évolue d'année en France, tout change et on a un phénomène assez intéressant en France, c'est que le climat du sud remonte au nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le climat par exemple de la Méditerranée, des régions du sud, avance de quelques kilomètres par an. La végétation de la Méditerranée remonte de quelques kilomètres par an. Globalement, ça veut dire, si on prend un peu de recul par rapport à l'Europe et par rapport au monde, ça veut dire que le climat du Maghreb, de l'Afrique du Nord, commence à remonter en direction de la France. Et puis ensuite, ce climat du sud-est de la France commence à remonter vers le centre de la France. Et le climat du centre de la France commence à remonter vers le nord de la France. Et là, on voit des analogues climatiques. Alors, pour vous expliquer concrètement, on a comparé le climat de certaines villes des années 60-70 au climat actuel. Et on s'est rendu compte que, par exemple, la ville du Mans, qui est davantage vers le nord-nord-ouest, a désormais le climat qu'avait Bordeaux dans les années 1970. Donc le climat de Bordeaux des années 1970 est celui qu'on a de nos jours au Mans, par exemple. À Lille, qui est une ville de l'extrême nord, eh bien, on a de nos jours le climat qu'on avait dans les années 60-70 à Rennes, par exemple. Vous voyez que
tout remonte. On a également un exemple très frappant ici avec Strasbourg qui se situe au nord-est en Alsace. Eh bien, le climat actuel de Strasbourg est le climat qu'on avait à Lyon dans la région Rhône-Alpes dans les années 1970 et tout cela continue. L'influence du climat du sud ne fait que remonter et par exemple en Angleterre, si on remonte encore plus haut, l'Angleterre a également un climat qui change et voilà pourquoi l'Angleterre de plus en plus peut planter des variétés de fruits, d'arbres fruitiers ou encore de vignes qu'on ne pouvait pas avoir avant. L'Angleterre par exemple pourra produire de plus en plus de vin dans le futur grâce ou à cause en tout cas du réchauffement climatique. Tout évolue, le climat mais aussi la végétation. Alors évidemment ça pose problème, on a de plus en plus de chaleur également au sud. On a au sud-est de la France un climat qui se rapproche de celui du Maghreb, qui se désertifie avec une végétation qui devient de plus en plus aride et ensuite tout continue à remonter vers le nord. Alors l'hiver, c'est vrai que les étés se réchauffent plus que les hivers, c'est-à-dire que le réchauffement est plus fort en été que l'hiver, mais les hivers en France se réchauffent aussi. Et je voulais votre ressenti sur l'hiver qui vient de se terminer. À votre avis, en France, l'hiver 2025-2026, donc celui-ci qui vient de se terminer, est-ce qu'il a été globalement froid, globalement doux ou plutôt normal à votre avis? Comment est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce qu'il a été froid cet hiver? Ah, on a quand même plusieurs personnes qui ont eu froid cet hiver apparemment. Est-ce qu'il a été plutôt doux cet hiver? On a une autre moitié de personnes qui pensent que ça a été doux. Est-ce qu'il a été normal cet hiver? Alors voilà la réponse, ça va peut-être vous étonner. Sur les 90 jours d'hiver météorologique, il y a une différence entre l'hiver météorologique et l'hiver du calendrier. Donc de début décembre à fin février, on a eu 60 jours de douceur. Ça veut dire 60 jours au-dessus des moyennes de saison. Mais on n'a plus l'habitude du froid. Donc dès qu'on a un coup de froid, on a l'impression que tout l'hiver a été froid. On a eu 16 jours de fraîcheur ou de froid. C'était fin décembre, début janvier. On a eu un vrai coup de froid, effectivement, des températures assez basses, comme on n'avait pas connu depuis longtemps. Donc il a fait froid, mais il a fait froid 2 semaines sur l'ensemble de l'hiver. Et on a eu 14 jours de saison. Donc globalement, l'hiver qu'on vient de connaître, il a été encore une fois très doux. C'était ce qui était prévu en plus exactement par les prévisions saisonnières. Et il faudra s'y habituer puisqu'on aura des hivers de plus en plus doux. Et on se déshabitue en échange du froid, ce qui fait que quand on a du froid, on est tout de suite surpris. On a l'impression qu'on a un hiver anormalement froid. Mais non, c'est juste qu'on a oublié ce qui était un vrai hiver. Alors en Ile-de-France, on va rentrer dans le détail puisqu'il y a des conséquences en France, mais il y a des conséquences en Ile-de-France dans notre région. D'ici 2050, on prévoit plus 1 degré de réchauffement moyen. On était déjà, vous l'avez vu, à 2,5 degrés de réchauffement en France. Encore 1 degré de plus d'ici 2050, ça paraît pas beaucoup, mais en fait c'est énorme au niveau des conséquences. On prévoit d'ici 2050 en Ile-de-France, donc dans votre région, 30 jours de canicule par an en moyenne. Actuellement, on a 5-6 jours de canicule par an en moyenne et pas forcément tous les ans non plus en Ile-de-France. Là, on prévoit un mois complet de canicule d'ici 2050. Des pics à 50 degrés l'été, ce n'est pas une légende, c'est une possibilité. Pour le sud-est de la France, d'ici même peut-être 2030, 2040, on aura peut-être des pics à 50 degrés, comme dans le désert du Sahara, comme en Arabie Saoudite, comme dans certains coins des États-Unis. Et c'est une possibilité pour Paris. Paris à 50 degrés, c'est une véritable possibilité d'ici 2050, d'ici 25 ans donc. Et je vous rappelle que Paris, encore une fois, est la ville la plus mortelle en cas de canicule. Donc effectivement, c'est assez inquiétant. Des sécheresses 30% plus longues. Les sécheresses, ça a des conséquences sur l'agriculture, donc sur l'économie, donc sur ce que vous allez dépenser pour faire vos courses notamment. Forcément, quand on a des sécheresses et de la chaleur, on a une détérioration de la qualité de l'eau. Ça veut dire peut-être plus de gastro-entérite, malheureusement aussi. Et puis on a des épisodes extrêmes de précipitation. Ça peut paraître paradoxal, mais quand on a un climat qui se réchauffe, on a plus de pluie diluvienne, de pluie violente. Tout simplement parce que quand il fait chaud dans l'atmosphère, eh bien l'océan s'évapore. C'est un petit peu comme lorsque vous faites cuire des pâtes, par exemple, dans une casserole, vous avez vu qu'il y a de la vapeur qui sort de l'eau chaude. Eh bien c'est pareil, il y a de la vapeur qui sort de l'océan. Cette vapeur, elle monte dans l'atmosphère et elle remplit les dépressions et les orages de pluie. Voilà pourquoi quand on a un orage ou quand on a des dépressions ou des tempêtes, eh bien, on peut avoir des pluies diluviennes encore plus fortes, justement à cause du réchauffement climatique. Alors, on va être encore plus spécifique, justement, à votre avis. Quelle est la plus grande conséquence du réchauffement climatique dans les villes d'Île-de-France? Donc là, vous habitez. Est-ce que la conséquence principale, ce sont des inondations plus fréquentes, selon vous? On a quelques personnes. Est-ce que la conséquence principale du réchauffement, ce sont des fissures sur les habitations?
Ah, on a pas mal de personnes qui pensent que ce sont des fissures. Est-ce que c'est davantage de dégâts causés par le vent et les tempêtes ? Alors on a des gens qui connaissent bien le sujet, j'ai l'impression. Bravo à ceux qui ont bien répondu. C'était pas une question facile du tout. La principale conséquence en Île-de-France, c'est le retrait-gonflement des argiles. Nous sommes tous concernés. Vous êtes tous concernés. Vous allez devenir peut-être propriétaire d'une maison, d'un appartement dans le futur. C'est un problème à connaître absolument. 83% de la région Île-de-France est concernée. Alors qu'est-ce que c'est que le retrait-gonflement des argiles ? Ça commence déjà à l'heure actuelle et ça s'amplifie de plus en plus. En fait, quand on a de très fortes précipitations, sous un orage par exemple, sous une tempête, eh bien on a le sol argileux de l'Île-de-France qui se gonfle justement avec ces pluies. Mais ensuite, on a des épisodes extrêmes. On a de la sécheresse qui arrive bien souvent l'été. Et là, on a les argiles qui se rétractent dans le sol. Forcément, ça fait travailler les bâtiments et ça provoque des fissures. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement, on a de plus en plus d'extrêmes. D'un côté, des précipitations diluviennes, ensuite de la sécheresse très marquée. Tout cela en alternance. Donc, ça fait travailler les bâtiments et ça provoque des fissures. C'est un problème immense. On estime que 6 millions d'habitations sont déjà concernées en Île-de-France. D'ici 2050, peut-être qu'une habitation sur 2 en France sera invendable à cause des fissures, justement. C'est un problème immense. C'est le principal problème du réchauffement climatique, qui est un petit peu silencieux, qui se fait progressivement, mais qui pourtant a des retombées économiques énormes et qui nous concerne absolument tous en Île-de-France et même en France. Et c'est le problème principal. Alors bien sûr, on a un problème d'inondation. Voilà, c'est aussi quelque chose qui fait partie du réchauffement climatique, mais le problème principal, c'est vraiment le retrait-gonflement des argiles. Alors en France, justement, on n'a pas beaucoup parlé encore des catastrophes, des orages, de la grêle dont les médias parlent beaucoup. On a eu beaucoup d'exemples ces dernières années en France, cette année aussi, au cours de l'hiver. À votre avis, qu'est-ce que le réchauffement climatique augmente comme catastrophe ? Est-ce que le réchauffement climatique augmente le nombre d'orages, à votre avis ? Ok. Est-ce que le réchauffement climatique augmente les épisodes de grêle ? Ok. Est-ce que le réchauffement climatique augmente la taille des grêlons de plus en plus grands ? Est-ce que le réchauffement climatique augmente le nombre de tempêtes, à votre avis ? Est-ce que le réchauffement climatique augmente le nombre de tornades ? Les tornades, ce sont les tourbillons sous les orages. Est-ce que le réchauffement climatique augmente les fortes pluies ? Je vous ai déjà donné la réponse, là. Bravo. Alors vous allez voir les réponses qui vont peut-être vous étonner. Je vous précise que les chiffres viennent d'un organisme qui s'appelle Kéronos, qui est l'Observatoire des orages violents en France, qui fait des statistiques précises sur les catastrophes, qui est l'organisme habilité à comptabiliser, à étudier les catastrophes en France et regarder les statistiques de l'organisme Kéronos pour la France. Je précise, ça vaut pour la France uniquement, car les conséquences du réchauffement sont parfois différentes d'un pays à l'autre. Voilà le résultat. Le réchauffement climatique en France n'augmente pas le nombre et l'intensité des orages. Il n'y a pas plus d'orages, il y en a même moins. Et il est prévu qu'avec le réchauffement, il y ait moins d'orages en France dans le futur. Ça ne veut pas dire pour le reste de l'Europe. Il y a des régions en Europe qui vont avoir de plus en plus d'orages. Mais en France, ce n'est pas le cas. On aura moins d'orages et des orages moins violents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus non plus, mais il y en aura moins. Des épisodes de grêle, on commence à avoir une tendance vers un petit peu plus d'épisodes de grêle. C'est pas encore très marqué, mais ça commence. La taille des grêlons, oui, un énorme oui. La taille des grêlons, vraiment, elle augmente d'année en année et ça, c'est vraiment lié à l'accumulation de chaleur dans l'atmosphère. On a de plus en plus des grêlons géants qui font 5-10 cm en France, là où avant, c'était assez rare. On en a surtout dans le sud-ouest de la France, mais parfois ailleurs aussi. On a eu quelques grêlons géants en Île-de-France au cours des 10-20 dernières années. Donc ça augmente vraiment de manière très significative. L'intensité, le nombre des tempêtes, non, les tempêtes ne sont vraiment pas plus fréquentes. On a moins de tempêtes avec le réchauffement climatique. On a beaucoup moins de tempêtes que dans les années 80, beaucoup moins de tempêtes que dans les années 90 et beaucoup moins de tempêtes que dans les années 2000. On a environ 1 à 3, 4 tempêtes par an actuellement en France. Dans le passé, on a eu des années avec 10, 15 tempêtes par an et des tempêtes bien plus fortes. Alors ça n'empêche pas que par moment, on peut avoir une très forte tempête qui peut faire des gros dégâts. Mais la tendance générale, c'est moins de tempêtes. Les tornades, on n'a pas plus de tornades non plus. Les tornades, c'est très cyclique. D'une année sur l'autre, on en a plus, on en a moins par rapport à la moyenne. Les tornades ne sont pas dépendantes du réchauffement climatique, ni en France, ni aux États-Unis. Aux États-Unis, on a un petit peu moins de tornades que dans le passé aussi. C'est quelque chose qu'on n'explique pas vraiment. On ne sait pas tout en météo. Ça veut dire qu'on a plus de chaleur, donc on a des orages. On devrait avoir des orages plus violents avec la chaleur, puisque la chaleur est le carburant des orages. On devrait avoir plus de tornades sous les orages, et c'est pas le cas. Voilà. Là, on ne peut pas vraiment l'expliquer à l'heure actuelle. Les fortes pluies, oui, ça c'est vraiment l'une des conséquences principales du réchauffement. Plus on a de chaleur, plus on a les océans qui s'évaporent,
vapeur, plus la charge de précipitation, les orages ou encore les dépressions et les tempêtes. Et on va passer justement à un petit peu d'espoir. C'est vrai que c'était pas forcément très optimiste tout ce que je dis. En tout cas, j'ai essayé d'être claire et d'être vraiment objective avec des chiffres. Mais en ce qui concerne l'évolution du réchauffement climatique, chacun peut jouer un rôle. Alors bien sûr, vous connaissez les petits gestes écologiques du quotidien. Il y a les grands gestes, il y a les grandes décisions. Ça, c'est plutôt le gouvernement qui va les prendre. Et puis ensuite, on peut avoir un rôle avec notre orientation. Vous, chacun d'entre vous peut vraiment avoir un rôle avec le choix de votre orientation. Et j'ai voulu vous présenter quelques exemples très très concrets pour vous montrer que les métiers, les formations qu'on vous propose ici, elles peuvent avoir un rôle pour atténuer le réchauffement climatique et un rôle bénéfique sur l'environnement en général. Alors peut-être que vous vous rappelez de la tempête Nils le 12 février 2026, ça a touché surtout le sud du pays, ça a été une violente tempête Nils, avec des vents à 180 km/h, avec des pluies abondantes. On a eu un mois de précipitations tombées en quelques heures localement dans le sud du pays. À votre avis, combien de foyers ont été privés d'électricité en France? Est-ce qu'on a eu 100 foyers privés d'électricité avec la tempête Nils? Uniquement 100, non? Est-ce qu'on a eu 10 000 foyers privés d'électricité? Ok. Est-ce qu'on a eu 500 000 foyers privés d'électricité? Ok. Est-ce qu'on a eu 900 000 foyers privés d'électricité? Eh bien, on a eu 900 000 foyers privés, quasiment 1 million de personnes le matin de la tempête privées d'électricité. Et pourquoi c'est important justement pour vous? Parce qu'ici, on va vous présenter avec peut-être EDF ou encore Enedis des métiers de techniciens notamment. Très important pour le futur ce métier. Parce qu'on a des vents tempétueux qui secouent les arbres. Alors les vents tempétueux, je l'ai dit, ne sont pas forcément plus forts avec le réchauffement. Mais en cas de tempête, on a plus d'eau. Donc on a des sols qui sont gorgés d'eau. Et ces sols gorgés d'eau, ils font basculer les troncs plus facilement. Donc avec la même tempête qu'on aurait eue dans le passé, on n'aurait pas eu autant d'arbres par terre. On a plus d'arbres par terre et donc d'arbres qui tombent sur les lignes électriques à cause des précipitations diluviennes qui ont justement rendu le sol plus meuble et qui font que les troncs ne sont plus tenus. Et donc forcément, on a plus de coupures électriques puisqu'on a des arbres qui tombent plus facilement. Voilà pourquoi certains métiers, comme ceux de techniciens, sont très très utiles actuellement et seront encore plus demandés dans le futur. Donc voilà un exemple de métier vraiment porteur en rapport avec le réchauffement climatique. Et puis, vous allez beaucoup entendre parler ici au cours des différents stands, des différentes formations de décarbonation. Car le CO2, le dioxyde de carbone, c'est vraiment le gaz le plus réchauffant actuellement. Voilà pourquoi la décarbonation, c'est très important et pourquoi beaucoup ici des formations, des entreprises présentes vont vous parler de décarbonation. C'est l'un des buts justement de cette journée. Eh bien, on voit qu'ici, c'est la courbe du dioxyde de carbone émis par les activités humaines. Ici, on voit l'évolution des températures comparée à la moyenne. Alors, ici, on a les années 2020. On voit que le niveau de réchauffement avec les températures, il explose. Et en plus, il est totalement corrélé à la courbe du dioxyde de carbone. C'est vraiment la preuve que l'évolution, les émissions du dioxyde de carbone, eh bien, influencent directement le climat. Voilà pourquoi c'est important de travailler avec des entreprises qui misent sur la décarbonation et c'est l'un des objectifs justement de cette journée des métiers de demain. Alors pour décarboner, on a beaucoup de solutions. On a les énergies renouvelables, notamment beaucoup d'entreprises ici présentes comme Engie, comme Dalkia, comme Enedis misent sur les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables émettent beaucoup moins de dioxyde de carbone. Voilà pourquoi c'est très important, parce que si on émet moins de dioxyde de carbone, eh bien on a moins de réchauffement. Alors justement, on a plein d'énergies renouvelables. À votre avis, quelle est l'énergie renouvelable qui progresse le plus dans le monde actuellement, qui est vraiment l'énergie du futur devant les autres? Est-ce que c'est l'énergie éolienne, les éoliennes? Est-ce que c'est ça l'énergie du futur selon vous? Non? Est-ce que c'est le gaz? Ok. Est-ce que c'est l'énergie solaire, l'énergie du futur? Est-ce que c'est la combustion du charbon, l'énergie du futur? Non, bah, vous me rassurez, hein, ça va. Le charbon, ce n'est pas une énergie renouvelable, hein, loin de là. Effectivement, le gaz non plus. L'énergie éolienne, l'énergie solaire, oui, ce sont deux énergies renouvelables. Et l'énergie du futur, devant toutes les autres, il n'y en a pas qu'une seule, hein, mais devant toutes les autres, eh bien, c'est l'énergie solaire. Alors déjà, il faut savoir que les énergies renouvelables génèrent désormais 1/3 de l'électricité du monde. C'est énorme et c'est en progression constante. L'énergie solaire, c'est celle qui progresse le plus. C'est vraiment l'énergie du futur au niveau mondial et au niveau de l'Europe et de la France. Attention tout de même au développement anarchique. C'est vrai que l'énergie solaire, elle est très utile lorsqu'on la met en ville, sur des parkings, sur des toits. Évidemment pas en pleine nature. On ne coupe pas des forêts pour mettre des panneaux solaires. Là, c'est contre-productif, évidemment, et ça se fait malheureusement dans certaines zones.
Et justement, pourquoi c'est l'énergie du futur devant toutes les autres? Eh bien, c'est sans doute l'énergie la plus durable, la plus renouvelable. Chaque année, la Terre reçoit 8000 fois sa consommation mondiale d'énergie. Ça veut dire que grâce aux rayons solaires, on reçoit 8000 fois la consommation mondiale de toute la planète, de toute l'humanité. Donc on a largement de quoi faire. Si on développe l'énergie solaire, eh bien on a largement de quoi alimenter en énergie absolument toute la planète. Et ça, c'est vraiment un secteur d'avenir et vous allez en entendre parler au cours de votre journée, au cours des différents stands justement. Alors un autre exemple très important, c'est le secteur du bâtiment. Peut-être que certains d'entre vous se destinent au secteur du bâtiment, un secteur très porteur aussi en France. Porteur justement parce que le bâtiment représente 15% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et c'est quand même beaucoup. Pourquoi? Principalement à cause d'une mauvaise isolation. On laisse passer le froid, on chauffe encore plus. Et principalement à cause d'équipements anciens énergivores. En améliorant l'isolation, en améliorant justement les équipements, on émet moins de gaz à effet de serre et donc on contribue à protéger la planète. Et si vous travaillez dans le secteur du bâtiment, il y a des entreprises ici comme Equance qui travaillent dessus, eh bien vous contribuez justement à décarboner le monde et à cette rénovation énergétique qui permet justement de moins consommer de gaz à effet de serre, de moins d'émettre de gaz à effet de serre. Donc c'est très important aussi. Et puis je voulais terminer avec quelque chose de très positif. Nous sommes ici dans une zone qui est vraiment fondée sur l'économie circulaire. Est-ce que vous savez vraiment à quoi ça correspond, l'économie circulaire? C'est très important. Si vous vous destinez dans ces métiers, vous devez absolument connaître ce concept. Selon vous, l'économie circulaire, est-ce que ça se base sur le recyclage des déchets? Ouais. Est-ce que ça se base sur une réduction de la pollution aussi? Ouais. Est-ce que ça se base sur des actions bénéfiques pour la nature, l'économie circulaire? Ouais. Est-ce que ça se base sur un modèle plus juste pour l'humanité, pas seulement pour la nature? Ouais, et ben en fait vous avez tous raison. L'économie circulaire, ce sont ces 4 grands principes, mais aussi d'autres encore. Et en travaillant dans un job qui est lié à l'économie circulaire, eh bien vous avez un vrai impact. Alors sur la planète, mais aussi sur la société, sur les autres, puisque l'économie circulaire, elle veut un modèle plus durable pour la planète, pour l'environnement, mais un modèle plus juste aussi pour la société et pour l'humanité. C'est très important car ces 50 dernières années, la consommation des ressources naturelles et des matières premières a été multipliée par 10. Et ça ne peut pas durer éternellement. Voilà pourquoi les métiers de l'économie circulaire, ils permettent de réconcilier l'économie et l'environnement. Donc voilà un secteur particulièrement porteur. Si vous destinez à un métier de l'économie circulaire, c'est le cas sur beaucoup des métiers présentés sur ces stands-là, vous êtes dans un secteur d'avenir et vous allez contribuer à changer le monde. Pas seulement votre carrière, pas seulement votre destinée, pas seulement votre salaire, mais aussi le monde. Et ça, c'est super valorisant et c'est une grande chance et je vous encourage vraiment à vous lancer dans ces secteurs. Et avant de terminer cette conférence, je voulais vous parler de mon livre que vous pouvez consulter juste à côté. Il y a un stand. J'ai sorti un livre météo, un livre pour s'émerveiller, un livre qui n'est pas catastrophiste, je vous rappelle, un livre qui est positif, avec de superbes images pour comprendre le ciel et pour comprendre la météo. Et je voulais juste vous inviter à aller le consulter. Il est juste à l'extérieur, sur un stand en accès libre. Et si vous avez aimé cette conférence, ce que j'espère évidemment, eh bien vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Karine Durand Pro, je poste beaucoup de vidéos pédagogiques sur l'environnement, sur la météo, sur le climat. Je poste des articles également. Tout est gratuit, tout est en accès libre, je le précise. Et puis j'ai une chaîne YouTube également. Si vous voulez vous abonner, eh bien vous êtes les bienvenus. Et pour plus d'infos sur tout ce que je fais, karinedurand.com. Voilà, c'est un grand plaisir de vous présenter cette conférence. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre participation aussi.